Bonjour, je suis Alexis Mons de Groupe Reflect. Alors en fait, c'est pas moi qui vais parler, contrairement à ce qu'a dit Ellie. J'ai choisi de m'effacer derrière Laurent Goffin d'Imakina également. Pourquoi D'une part parce que euh, et ça fait écho un peu aux commentaires qu'il y a eu dans la salle. Bon, moi je fais partie des gens, Ellie le sait bien, qui pensent que l'utilisabilité, notamment le respect des standards et tout ça, c'est même plus un sujet, ça devrait être la réalité. Moi, j'ai eu envie qu'on élève le débat, et puis puisque c'est une journée internationale, eh bien, j'ai fait venir Laurent, qui est belge, de Bruxelles, et je compte sur lui pour ouvrir un peu la fenêtre et essayer d'augmenter le niveau d'exigence de cette matinée, en essayant de se rapprocher aussi de l'utilisateur vraiment, parce que finalement, on n'en parle pas tant que ça. Et de voir comment, au niveau des services, eh bien, si on raisonne vraiment avec l'utilisateur au centre, ben, on oublie un peu toutes ces considérations de technologie et tout ça, et on les met vraiment au service de lui. Merci Laurent. Eh bien, tout d'abord, bonjour. Donc, je vais vite me présenter. Ça fonctionne. Voilà. Donc, je suis Laurent Goffin. Je suis directeur de la stratégie chez Imakina Bruxelles. Donc, la stratégie chez Imakina Bruxelles, c'est 20 personnes, dont 10 interaction architectes, donc des personnes responsables de l'utilisabilité et de l'ergonomie chez nous. J'ai 10 ans d'expérience dans l'information architecture et dans l'ergonomie web, et j'ai participé à la conception de plusieurs réseaux sociaux pour des entreprises, à savoir un réseau social pour Fortis, pour Swift, une plateforme événementielle, et je suis aussi très actif dans le web social culinaire sur Internet, avec la blogosphère. Un petit mot sur Imakina. Donc Imakina, Groupe Reflect, ça fait partie d'Imakina Group. Donc c'est une full service interactive agency qui compte 260 personnes en France, en Hollande et en Belgique avec 3 agences. Donc ça, c'est pour avoir juste une petite image de la situation. Quelques exemples. Donc je vous ai parlé d'un réseau social qu'on a fait pour une entreprise, donc c'est-à-dire une banque qui s'est dit, tiens, si on faisait un réseau social pour regrouper tous nos clients qui ont un profil similaire et qui ont peut-être quelque chose à échanger ensemble. Ça a donné ceci, join2grow.biz, qui est donc réalisé pour Fortis et qui a pour cible des entrepreneurs qui ont pas mal d'argent, je dois dire. Un autre exemple, swiftcommunity.net. Swift est une entreprise qui propose des services dans le domaine bancaire. Et donc, ce qu'ils se sont dit, on va faire une communauté, nous, pour regrouper tous les techniciens qui emploient nos solutions, donc pour diminuer les coûts de support et faire en sorte que des gens qui ont des choses à se dire puissent se le dire au moyen d'une plateforme communautaire et faire en sorte finalement de tresser des liens parmi leurs clients. Un autre exemple, chez Imakina, on emploie un réseau social au sein de l'entreprise, donc dans une initiative Enterprise 2.0. Et on a mis cela en place aussi pour plusieurs de nos clients, mais bien sûr, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un peu confidentiel. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien peut-être définir légèrement c'est quoi l'utilisabilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ça. En disant, bon, souvent, on pense à l'utilisabilité par rapport à un site. C'est clair, oui, bon, on va faire un site, il sera utilisable, tant mieux. Mais je veux dire, ça, c'est une qualité de base. Comme l'a dit Alexis, on ne devrait plus trop en discuter parce que je pense que l'utilisabilité n'est pas une stratégie, c'est une qualité de base, comme l'accessibilité, comme toute une série de choses, comme un bon design aussi. Et donc, j'ai envie d'élargir le schéma à quelque chose de beaucoup plus large, qui est l'expérience utilisateur. Et ce schéma, c'est un schéma de Peter Morville, donc j'ai rien inventé, qui dit en fait que la valeur pour un utilisateur, c'est certes d'être utilisable, mais c'est avant tout d'être trouvable, parce que quand on voit le web, ce qu'il est devenu, tant qu'on ne trouve pas mon produit, on ne peut pas l'acheter, on ne peut même pas l'utiliser, donc ça ne sert à rien de réfléchir trop à l'utilisabilité tant qu'on ne le trouve pas. C'est là qu'intervient l'accessibilité, clairement, parce que l'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité pour les moteurs de recherche. Google est quand même le plus grand aveugle du monde. Alors, une fois qu'on est trouvable, une fois qu'on est utilisable, ce qui est clair, c'est qu'il faut être utile en plus. Ça, on l'oublie trop souvent. On peut faire un site qui est superbement utilisable, mais qui n'a aucune utilité. La preuve, c'est qu'il y a des sites qui sont très utiles et qui sont très peu utilisables et qui fonctionnent très bien. Et ça, il faut en être conscient, que
que l'utilité, c'est vraiment quelque chose de très important. Bien sûr, il faut être désirable, il faut être accessible, il faut être crédible. C'est tout ce qui va faire qu'un utilisateur il va avoir un sentiment positif par rapport à votre site. Et plus vous serez bon dans toutes les directions, plus votre site aura un avantage compétitif par rapport aux autres. Alors, autre point qui est souvent oublié parmi les communautés qui font de l'ergonomie et de l'utilisabilité, c'est qu'on travaille pour un client. Et si on fait un site qui est utilisable, en fait, c'est pour augmenter le ROI de votre site. Pourquoi? Parce que le client, il paye de l'argent pour faire un site. Si son site n'est pas utilisable, il a jeté son argent par les fenêtres, tout simplement. Ou il ne va pas maximiser le return qu'il devrait avoir sur son site. Pourquoi? Parce que typiquement, le processus d'achat, on ne peut pas l'employer. Donc, quelqu'un qui veut acheter quelque chose, il va devoir passer par un téléphone qui coûte plus cher que l'Internet. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est très important à mettre en lumière parce que c'est un aspect qu'on oublie un peu trop parfois dans notre métier. Bien sûr, il y a l'aspect marketing et il y a les objectifs de l'entreprise parce qu'on ne va pas faire des sites qui répondent à des attentes des utilisateurs mais qui n'ont aucune utilité pour l'entreprise. Il faut être réaliste aussi par rapport à ce point-là. Si on demande à tous les utilisateurs ce qu'ils veulent, il y en a beaucoup qui vont vous répondre « je veux le site de Disney ». C'est bien, mais ça ne répond pas à l'attente des entreprises. D'où pour en venir à une conclusion, si on devait définir un petit peu la synthèse de tout cela, moi je pense qu'il faut s'élever d'un cran et dire « bon, il faut essayer de faire une synthèse de toutes ces disciplines. Il ne faut plus être uniquement orienté utilisabilité, il faut devenir ce qu'on appelle des information architects, qui est un terme qui commence à être vraiment utilisé au niveau mondial. La profession est en train de se structurer et l'information architect n'est pas que celui qui va créer des sitemaps. L'information architect, c'est quelqu'un qui va couvrir tout ce genre de disciplines. C'est ce qu'on appelle le Big EIA, Big Information Architecture, qui comble, je veux dire, tous ces éléments. Voilà, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet maintenant, dans la conception d'un réseau social, donc, qui sont en fait toute une série d'éléments clés à prendre en compte quand on veut mettre en place un réseau social. Alors tout d'abord, je veux dire, avant de parler du réseau social, tant qu'on n'a personne dans son réseau social, le réseau social, il ne sert à rien. Donc il y a des gens qui sont dans le grand Internet et il faut les faire rentrer dans mon réseau social. Et pour faire cela, il va falloir leur exprimer les bénéfices. C'est bien, c'est pas cher, et il y a beaucoup de monde. Ça, par contre, c'est très important. C'est vraiment un facteur de vente très important. C'est quelque chose qui va motiver des utilisateurs à s'inscrire. S'inscrire, c'est un formulaire la plupart du temps, ou c'est un processus plus léger, et il faut qu'il soit efficace. Et à la fin, on récupère un membre du réseau social. Donc, on récupère quelqu'un qu'on va pouvoir valoriser à son tour pour attirer de nouvelles personnes. Alors, notre premier challenge, on le voit, enrôler des utilisateurs, parce qu'un réseau sans membres, ça ne la fait pas. Donc, deux techniques qui sont indispensables à maîtriser pour penser à créer un réseau social. C'est tout d'abord bien maîtriser les techniques de génération de trafic. Ça va passer par la findability, le search engine friendliness, donc l'accessibilité pour les moteurs de recherche, être bien positionné dans Google. La capitalisation sur la viralité, c'est-à-dire la capacité d'un membre d'un réseau social à inviter tous ses amis dans le système. Ça va passer aussi par l'accessibilité et toute une série d'autres techniques qui vont avoir un effet positif. Ensuite, on va devoir créer un processus d'acquisition. Donc un processus d'acquisition, c'est ce qu'on appelle une architecture persuasive ou de l'ergonomie incitative, c'est-à-dire une bonne expression des bénéfices de ce que vous allez proposer à des utilisateurs, ou tout simplement montrer ce que les utilisateurs font avec la plateforme que vous proposez. Alors cette architecture persuasive, elle va aussi se traduire à certains moments par des call to action qui doivent avoir des formes bien spécifiques, et on va employer des techniques comme l'eye tracking, des indicateurs web qui vont nous permettre d'améliorer progressivement les résultats de ce genre de choses. L'utilisabilité, c'est clair, va être très très utile au sens pur du terme, pour faire en sorte que les gens soient capables d'employer le formulaire qui va les transformer en un heureux membre de la communauté. Dans ce genre de système, les membres existants, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser, il faut les mettre en valeur, et il va falloir aussi développer leur ego un maximum. Bon, maintenant qu'on a des utilisateurs, on va un peu regarder ce que ça donne à l'intérieur du réseau social. Donc, quels sont les comportements qu'on va devoir essayer de développer? Alors, il faut savoir qu'au début, quand on a un réseau social, on a des personnes qui sont dans le réseau social et il n'y a pas grand-chose qui se passe entre eux. Donc il va falloir essayer de créer quelque chose pour faire en sorte que ces phénomènes de socialisation se créent.
Donc la première chose qu'on va faire, on va capitaliser sur les réseaux, les liens existants. Donc typiquement, moi je suis inscrit dans le réseau social, j'ai un ami que je connais dans le monde offline qui est inscrit dans le réseau social, et on va essayer de faire en sorte qu'ils définissent déjà leurs liens existants avec d'autres personnes. Étape suivante, on va essayer d'employer des personnes qui connaissent deux personnes pour réunir les deux autres personnes. Donc on va employer ce qu'on appelle des connecteurs. Donc ça veut dire au niveau de l'information que vous allez afficher sur le profil d'une personne, il va falloir essayer de mettre en avant les utilisateurs communs à partir de la personne que l'on regarde. Alors, autre élément très important qui sont tous les éléments de connexion. Alors les éléments de connexion, on en a déjà parlé tout à l'heure. Bon, le premier, c'est le temps. Les gens qui sont inscrits au même moment que moi ou qui ont posté une information au même moment que moi, je peux les découvrir. Il y a le contenu, c'est-à-dire je découvre quelqu'un par ce qu'il exprime. Alors le contenu, ça peut être très variable, hein, ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être plein de choses. On le voit dans les blogs, typiquement, la variété des articles qu'on peut réaliser, c'est assez vaste. Alors, troisième élément dont on a beaucoup parlé, c'est le tag, le fameux tag. Alors, le tag, c'est clair, c'est cet élément qui va faire le lien pivot, comme on en a parlé tout à l'heure, et qui va permettre de découvrir d'autres personnes. Dans les tags, je tiens à insister qu'il y a deux types de tags. Il y a le mot-clé dont on a beaucoup parlé, qui est au sens de la métadonnée, qui est une métadonnée sur l'information et qui n'est pas définie par le réseau social. Le seul tag qui est véritablement social, c'est le tag au sens folksonomie, c'est-à-dire un tag défini par les utilisateurs. Donc, un bon exemple, c'est le tag dans Delicious. Ça, ce sont des tags définis par les utilisateurs et ces tags ont une très grande valeur. Pourquoi ? Parce qu'ils expriment la manière dont les gens vont qualifier avec des mots une réalité et pas une manière dont un documentaliste a qualifié les choses. Donc ça veut dire que ce mot correspond exactement au mode de pensée des gens et là, on gagne beaucoup en utilisabilité. Pourquoi ? Parce qu'en utilisabilité, trouver le bon label, c'est souvent une des plus grosses difficultés à laquelle on est confronté. Donc avec ces différents éléments, on va réaliser toute une série de choses. Et puis ensuite, dernière étape, il va falloir essayer de les faire parler ensemble. Donc c'est-à-dire leur faire dire des choses, les faire communiquer. Donc on va être dans une sorte de conversation. C'est très lié au conversation marketing aussi. On peut imaginer qu'un des deux acteurs, c'est une entreprise et l'autre, c'est un client. Et là, on a un réseau social qui commence à avoir beaucoup de valeur pour les entreprises. Alors, quelques notions à bien maîtriser pour mettre en place tout cela. Tout d'abord, une interface incitative. Il faut pousser le membre à développer les comportements dont on vient de parler. Alors, ces comportements communautaires, donc c'est-à-dire j'ajoute des personnes dans mes favoris, je vais dire que ce contenu, je le trouve très intéressant, donc je vais qualifier un contenu, je vais le qualifier avec des mots-clés. C'est tous des éléments avec des éléments d'interface, des comportements qu'on va devoir essayer de pousser au niveau de l'interface. Alors, autre point très important dans un réseau social, l'interface doit être évolutive. Évolutive pour s'améliorer au fur et à mesure du temps, mais aussi évoluer par rapport au comportement de la communauté. La communauté, au début, elle ne va pas se dire grand-chose. Donc, il ne faut pas leur demander uniquement de parler. Il faut d'abord qu'ils tissent des liens entre eux. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de les amener dans d'autres comportements. Donc, typiquement, les boutons que vous allez avoir sur le côté à côté d'une fiche utilisateur, ils vont évoluer dans le temps pour faire gonfler les comportements dans le réseau social. C'est aussi quelque chose qui est très important en début de vie d'un réseau social, parce qu'au début de vie d'un réseau social, on essaye avant tout d'attirer de nouvelles personnes dans le système. Donc, c'est-à-dire on va mettre un gros coup à mettre en avant l'acquisition de nouveaux membres. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de mettre en avant un peu plus l'activité du réseau social. Et à la fin, on va s'effacer totalement pour montrer un réseau social qui fonctionne à 200%. Très important à maîtriser aussi, les folksonomies, les notions de social wisdom, donc la sagesse des masses. Donc la gestion des tags, il faut super bien la maîtriser. Je peux vous assurer que c'est loin d'être évident, parce que tant qu'on travaille en une seule langue, c'est assez facile. Mais par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des folksonomies multilingues, ça commence à être assez sympa. Ce que je recommande d'ailleurs, derrière une folksonomie, c'est d'installer progressivement des mécanismes de thésaurus. Ça peut aider à qualifier les meilleures expressions et aussi éviter d'avoir des doubles entrées entre des acronymes et une expression. Ça peut être assez utile.
La langue française est aussi assez particulière parce que quand les personnes taguent, beaucoup de personnes taguent au singulier et au pluriel, et ils taguent aussi avec ou sans accent. Dans les langues anglophones, on n'a pas ce problème. Ce qui va être assez important aussi, c'est l'exploitation des données que vous allez retirer du réseau social. Les réseaux sociaux génèrent beaucoup de données, et pour tirer des choses qui ont une signification, il va falloir beaucoup s'amuser, travailler beaucoup avec des développeurs pour faire des queries dans les databases et essayer de sortir des informations très utiles pour les utilisateurs. Donc des données, par exemple, les choses les plus appréciées par une communauté X ou Y, et ce genre de choses. Des données aussi sur les mots-clés. Là, il y a moyen de tirer beaucoup d'enseignements à ce niveau-là. Alors, point très important aussi au niveau de l'architecture de l'information. On a souvent une vue de l'architecture de l'information, donc du sitemap d'un site qui est un magnifique arbre. Eh bien, dans un système social, ce magnifique arbre, il tombe à l'eau totalement. On est dans une architecture neuronale, très plate, avec des interconnexions. On peut l'attaquer dans tous les sens. La homepage, finalement, c'est pas si important. Et ça, il faut en tenir compte quand on crée ce genre de système. En fait, vous allez partir d'une personne, utiliser ces mots-clés, tomber sur une nouvelle personne, repartir dans des mots-clés, etc. Il n'y a pas vraiment une architecture top-down, avec l'orientation homepage et puis la fiche personne. On le voit bien dans Facebook, hein, il n'y a pas une structure très définie dans ce genre de système. Voilà. Donc ça, c'est les choses qui sont vraiment importantes à mettre en place quand on va concevoir le réseau social. Il y a aussi des profils à identifier. Alors nous sommes des avocats des utilisateurs, donc c'est-à-dire on s'intéresse à l'étude de l'utilisateur pour en tirer des comportements qui vont améliorer l'efficacité des interfaces. Eh bien, voici quelques profils qui sont intéressants à mettre en avant dans un réseau social. Alors, le premier, c'est la star. Donc, je l'ai appelé la star, mais en fait, c'est une personne qui a beaucoup de contacts dans le réseau social. Alors, ce qui est vraiment important avec ce genre de personnes, c'est les mettre en avant sur la page d'accueil, par exemple, du réseau social, parce que ces personnes vont être votre meilleure publicité dans le système. Le deuxième, c'est le pivot. C'est une personne qui va connecter deux groupes distincts. Quand on fait des cartographies très spécifiques aux réseaux sociaux, on voit souvent qu'il y a par exemple la communauté de Paris et il y a la communauté ensuite de Limoges. Et on va voir qu'il va y avoir quelques individus qui sont des connecteurs entre les deux communautés. Et bien ces personnes, il va falloir les mettre en avant aussi pour qu'ils aident les deux communautés, les deux groupes à se connaître. Si vous avez déjà employé des outils qui permettent de cartographier la blogosphère, eh bien, vous verrez par exemple qu'il y a des amas de blogs dans certains domaines francophones et anglophones, et il y a quelques blogs qui connectent les deux. Et bien, ici, c'est employer en fait le même système en les mettant en avant dans chacun des deux groupes distincts. Le troisième, c'est le leader d'opinion. Donc, c'est un type de profil qu'on va avoir dans les réseaux sociaux où il y a de la génération de contenu par les utilisateurs. C'est quelqu'un qui a une très grande qualité dans son intervention et qui naturellement va être mis en avant par les autres. Et ça, c'est un utilisateur qui est vraiment très utile parce qu'en fait, il va falloir essayer de l'impliquer un maximum dans la gestion du réseau et aussi employer des mécanismes de curatelle, c'est-à-dire qu'il devienne quelqu'un qui va qualifier de manière experte ce que les autres réalisent. En le mettant comme ça en avant, en fait, le seul objectif, c'est travailler l'ego des membres, parce qu'un réseau social, ça ne sert qu'à ça. Une fois, c'est comme les blogs, hein, finalement. Donc ça, c'est vraiment important quand vous devez tenir compte du profil des utilisateurs, d'employer ce genre de comportement. Donc tenir compte aussi des types d'audience. C'est clair que si vous faites un réseau social pour les bouchers charcutiers et un réseau social pour des photographes, les éléments de connexion entre les membres sont totalement différents. Typiquement, nous, on a travaillé dans la finance, dans la cuisine et ce genre de choses. Il faut adapter assez sévèrement le réseau social, employer des iconographies différentes et ce genre de choses. Voilà. Alors, dernier point, je vais parler un peu de l'impact qui est pour moi le plus important, finalement, qui est l'impact du réseau social au niveau de l'expérience utilisateur. Premier principe très important. Quand vous faites un réseau social, dites-vous que le but, c'est qu'à la fin, vos utilisateurs s'accaparent ce que vous allez faire. Et vous devrez perdre le contrôle. Donc, n'essayez pas de le contrôler. C'est très important. Si les utilisateurs prennent le contrôle de votre application, c'est fait, c'est gagné, ça va marcher pendant 10 ans. Enfin, on exagère un petit peu, mais ça va rouler tout seul. Oui, c'est moi, mais il y a des forums, par exemple, qui sont des réseaux sociaux
qui fonctionnent depuis très longtemps et qui ont été créés par des personnes qui n'y connaissent rien au web. Il y a un exemple assez intéressant, c'est un site de cuisine qui s'appelle Super Toinette. Il y a 45 000 membres, c'est un succès énorme, 100 000 visiteurs par jour. Je peux vous assurer, ils ne connaissent rien à tout ça. Ce qui est assez intéressant aussi dans l'expérience utilisateur, c'est que trop souvent, on se focalise sur le site. Et en fait, l'expérience utilisateur, c'est une série de contacts qu'on a avec un produit, avec un site notamment, et on réfléchit un peu trop souvent au contact le plus évident. Donc, c'est-à-dire quand je suis en interaction avec le site. Or, maintenant, quand on doit définir une expérience utilisateur, il faut penser à plusieurs niveaux, et notamment déjà le second niveau d'interaction qui est l'écosystème web, où il faut penser en fait que mon réseau social, on va interagir par RSS, par NetVibes, par des blogs, par des widgets, par des API, par Facebook, etc., 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 etc. Et en fait, mon expérience, elle doit rester valide dans tous ces environnements. C'est là que l'accessibilité, c'est vrai, peut avoir une plus-value en respectant ce genre de normes. Mais c'est vraiment très important de penser à ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que ça peut augmenter l'efficacité, ça peut augmenter aussi la satisfaction des utilisateurs, parce que finalement, ils vont pouvoir employer l'outil que vous avez réalisé dans n'importe quel environnement. Et finalement, je crois que c'est la finalité du système. Un troisième niveau d'interaction, celui qu'on oublie actuellement beaucoup trop, c'est le niveau carrément offline. Parce que demain, on va employer le réseau social sur un mobile, sur un PDA, sur la TV. Votre réseau social, il va se retrouver, imaginons, sur les affiches devant lesquelles vous passez dans la rue. Ça va se retrouver aussi dans des offline events. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs qui se rencontrent avec un réseau social, un jour ou l'autre, ils décident d'aller manger au restaurant. Et bien là, votre réseau social, il y a encore une expérience qui est en train de se dérouler. Donc typiquement, il faut essayer de trouver des éléments qui vont vous permettre de continuer l'expérience, même dans ce genre d'environnement. On peut y penser aussi aux installations interactives. On a vu le City Wall tout à l'heure. Bah, typiquement, le réseau social, demain, il va se retrouver là-dedans. Pourquoi ? Parce que le réseau social vous qualifie, et donc on va pouvoir imaginer toute une série de choses très intéressantes. Donc il faut vraiment penser l'expérience utilisateur donc, du site, et puis progressivement vers d'autres niveaux. À chaque fois que l'utilisateur a une chance d'être en contact avec le service que vous proposez, et essayer d'avoir une réponse intéressante à chaque niveau. Il faut savoir aussi que votre expérience utilisateur, elle va dépendre d'un NetVibes. Imaginons que NetVibes n'est pas bien fait et qu'un utilisateur emploie votre service social, enfin votre réseau social via NetVibes, eh bien vous allez avoir une expérience utilisateur négative à cause de NetVibes. Donc il faut essayer de maîtriser aussi ce genre de choses, ça peut arriver. Voilà. On peut encore pousser l'expérience plus loin. Ceci, c'est un exemple de réseau social qu'on est en train de développer, où en fait l'idée c'est de prendre des événements, donc des conférences qui ont lieu 7 fois par an, et de transformer cet événement dans le monde réel en une plateforme de networking virtuel. C'est-à-dire l'événement, il a lieu à un temps donné, à un endroit donné, avec un nombre de personnes limité, eh bien, il va se muer progressivement en un événement virtuel, en un networking permanent. Et on est en train de travailler pour le moment sur l'expérience entre l'événement virtuel et l'événement réel. C'est-à-dire, ça ne va pas être uniquement enregistrez-vous au network sur Internet, ça va être aussi une transposition du réseau social pendant l'événement. Alors comment ? Avec toute une série de techniques comme des puces RFID qui vont permettre à un utilisateur membre du réseau d'être qualifié pendant la conférence. Ça va permettre notamment aux exposants de savoir qui est dans une conférence à n'importe quel moment. Ça va permettre toute une série de choses beaucoup plus avancées. Alors bien sûr, c'est un côté intrusif, mais l'idée c'est de créer quelque chose qui a un réel bénéfice pour des utilisateurs, où en fait il va gagner des choses en retour de manière assez importante. On le voit ici, c'est par exemple le réseau social Swift. Il était présent aussi dans un événement, mais de manière très discrète. C'est deux présentateurs qui font une démo de l'outil, mais il y a un enrôlement pendant l'événement. Donc il faut penser qu'un des canaux d'acquisition d'utilisateurs dans votre réseau social, ça va se faire aussi en dehors de l'Internet. Alors autre chose aussi, votre réseau social, demain, il va employer ce genre de technologie. On l'a vu tout à l'heure, Microsoft Surface. Imaginons deux personnes d'un réseau social qui se rencontrent autour de ce genre de table. Ils déposent leur GSM et automatiquement des liens peuvent se créer et se
devenir concret au niveau de l'Internet, il y a moyen d'imaginer un nombre de choses totalement incroyables. Donc on voit événements, réseaux sociaux, donc la place d'un réseau virtuel pendant un événement réel, très important, les badges RFID, les mises en relation de commerçants avec des utilisateurs, parce que le commerçant, quand il entretient une relation avec un utilisateur, ben en fait, c'est aussi une forme de réseau social avec une relation qualifiée différemment. Et alors, les fameuses rencontres réelles, c'est-à-dire si les utilisateurs que vous avez aidés à faire se rencontrent réellement, là, je trouve qu'on a fait vraiment un pas pour l'humanité, si j'ai envie de dire. Moi, je suis surpris du nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce à des contacts virtuels. Et ça existe depuis 10 ans avec les mailing lists, les forums et ce genre de choses. Mais en fait, on fait que aller un tout petit peu plus loin maintenant. Hein. Alors, comment concevoir je vais vous montrer vite fait des techniques. Donc, l'idée ici, c'est quand on conçoit un réseau social, c'est d'essayer d'identifier en fait quels sont les grands objets du réseau social. Donc, par exemple, ici, c'est un cas avec des groupes, des utilisateurs et des tags. Et alors, ce qu'on fait, c'est on travaille le détail de chaque écran, donc avec ce qu'on appelle les ergo layouts ou wireframe, etc. Mais on l'a mis sur un mur pour pouvoir réaliser vraiment toute l'expérience globale du système. Au niveau du détail, au niveau des wireframes, on travaille avec du wireframe vraiment très détaillé. C'est-à-dire qu'il y a un formalisme d'ergo layout en employant du bleu, du gris et ce genre de choses. Mais on essaye d'aller assez loin pour vraiment se faire une idée très précise de ce qu'on va proposer aux utilisateurs. Ça, c'est un autre exemple avec un formalisme légèrement différent. Au niveau de la conception, les éléments indispensables, c'est clair, un sitemap, même s'il n'est pas hiérarchique, il faut quand même une cartographie de site pour se rendre compte de ce qu'on va faire. Ce que je préconise aussi, c'est ce qu'on appelle des architectures conceptuelles, c'est-à-dire des architectures où on va essayer d'identifier ce qu'on va essayer de faire par un utilisateur. La cartographie aussi du site dans l'écosystème web, donc identifier avec quoi on veut que ça fonctionne. Bien sûr, le travail avec les wireframes. Moi, ce que je préconise, c'est le wireframe vraiment détaillé. Des prototypes cliquables, dans certains cas, ça peut être utile, mais avec des équipes suffisamment expertes, il y a moyen de s'en sortir sans. Des éléments plus que recommandables, mais c'est clair, les tests utilisateurs, les focus group. Ah oui, faire des focus group, ça c'est pour définir les fonctionnalités de votre réseau social, c'est extraordinaire. On a fait le test récemment, on voulait faire un réseau social pour des routiers et des gens qui gèrent du fret, enfin qui gèrent des flottes de camions. Et on s'est dit, tiens, on leur ferait bien un réseau social. Et en fait, en faisant un focus group, on s'est rendu compte que ces gens, ils vivent avec 2 téléphones dans les mains, 3 écrans, et qu'ils n'ont pas 1 minute de tranquillité. Alors le réseau social, je crois que ça ne va pas les intéresser. Donc ce genre d'études des utilisateurs ou des consommateurs peuvent apporter quelque chose dans le cadre de nos recherches sur les utilisateurs. Au niveau du site, il faudra une web analytique très développée, parce que la web analytique, c'est clair, il y a des critères de qualité, il y a des critères au niveau usability, mais la web analytique, ça dit aussi quantitativement à quel point votre système va fonctionner. Le data mining, bien sûr, pour essayer d'extraire des patterns de comportement des utilisateurs. Voilà. Alors, pour conclure, je veux dire, la force du réseau social, c'est son utilité. Donc, c'est bien, utilisabilité, etc. Mais la première chose à définir, c'est l'utilité. Il faut raconter une histoire, il faut raconter quelque chose qui va enrichir les gens, qui va travailler leur ego. Et si vous n'avez pas ça, votre réseau social, ça ne sert même à rien de penser à l'utilisabilité. Pour terminer, je vais vite vous parler d'un autre truc. Je ne sais pas si vous savez, il y a l'European Information Architecture Summit qui a eu lieu en 2007 à Barcelone. Il a lieu à Amsterdam l'année prochaine. J'y suis allé cette année, il y avait 2 Français. Donc ce serait vraiment pas mal qu'il y ait des Français qui se déplacent pour voir un petit peu comment la profession est en train de se structurer pas mal. Voilà, merci. Si vous avez des questions. Ok, bon. Bah, écoutez, je crois que c'est la fin de la matinée. J'aimerais remercier tous les participants qui se sont déplacés pour en savoir un petit peu plus sur l'utilisabilité, les pratiques, les techniques. Remercier également nos partenaires et Microsoft qui nous a prêté l'infrastructure. Remercier également tous les intervenants
qui ont donné de leur temps pour partager avec vous votre savoir-faire, enfin leur savoir-faire. Et je vous donne rendez-vous bien évidemment l'année prochaine, puisqu'il y aura, c'est un événement qui se déroule tous les ans, donc il y aura une autre édition. Encore une fois, bravo et merci.